À 66 ans, j'ai pris ma retraite avec près d'1 million de dollars. À 72 ans, j'étais au bord de la ruine. Et ce n'était pas à cause d'un krach boursier. C'était à cause d'une facture médicale de 23 000 dollars que mon plan parfait ne pouvait pas couvrir. On vous dit de vous constituer un pactole et de vous asseoir dessus jusqu'à votre mort. C'est le plus grand mensonge que le système financier vous ait jamais raconté. La vérité que personne ne vous dit, démarrer une entreprise à 60 ans est plus sûr qu'à 30. À 30 ans, vous avez l'énergie, mais vous n'avez pas les cicatrices, l'humiliation que j'ai ressentie, la honte. Elles ont consumé tout ce qui n'était pas essentiel. Elles m'ont enseigné le véritable but de la richesse. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de conseils. Je vais vous montrer le plan de ma reconstruction. Le plan qui me rapporte aujourd'hui 50 000 dollars par an et qui a sauvé mon patrimoine. Si vous avez décidé que votre meilleur chapitre financier commence maintenant, abonnez-vous et commentez « Je n'ai pas encore fini ». Nous ne sommes pas une statistique, nous sommes une communauté et nous ne faisons que commencer. À ma fête de départ à la retraite, on m'a donné une plaque, du bois bon marché, une petite plaque en laiton. J'ai souri et dit tout ce qu'il fallait. La vraie récompense, cependant, elle était rangée dans ma mallette. C'était le dernier relevé de mon 401K. 40 ans de ma vie, distillés en colonnes nettes, noires et blanches. Je me souviens du bruit de l'imprimante cet après-midi-là, un vrombissement sec, puis un bruit sourd et satisfaisant lorsque les pages ont atterri. On aurait dit une armée silencieuse et disciplinée de chiffres montant la garde sur le reste de ma vie. J'avais réussi, j'avais gagné le jeu. Pendant que mes collègues s'achetaient de plus grosses voitures, j'achetais la liberté. La course était terminée. Je pouvais enfin arrêter de courir. La première année de retraite fut ordonnée, c'est le mot. J'avais ma routine, je me levais, je me versais mon café, je lisais le journal de bout en bout. Et puis, vers 9 heures, j'allais dans mon bureau. Le fauteuil sentait le vieux cuir et l'accomplissement. C'était mon centre de commandement. J'allumais l'ordinateur, la souris fraîche et lisse dans ma main, et je me connectais au portail financier. C'était un rituel, une petite prière moderne. Les chiffres seraient là, peut-être un peu en hausse, peut-être un peu en baisse, peu importe. C'était comme regarder la marée depuis une maison construite au sommet d'une falaise. Prévisible, sûr. À moi, chaque dollar était un soldat et j'étais leur général, gérant pacifiquement la frontière. C'est ça, le sentiment de contrôle. Ma femme, que Dieu la bénisse, n'a jamais vraiment compris les feuilles de calcul. Elle me faisait juste confiance. Je me souviens quand les impôts fonciers ont augmenté une année. 800 dollars de plus. Elle est venue me voir, le front plissé par l'inquiétude. Je n'ai pas dit un mot. Je suis simplement allé au classeur, j'ai sorti un dossier manille à l'odeur vague et poussiéreuse, et je l'ai ouvert sur le bureau. Le dossier était étiqueté « Imprévu ». Je lui ai montré la ligne que j'avais créée 7 ans plus tôt, prélèvements municipaux inattendus. J'avais prévu un budget pour ça. Bien sûr que je l'avais fait. Le plan tenait compte de tout. J'ai pris un stylo et j'ai fait une petite coche nette à côté du retrait. Pas de surprise sous ma surveillance. J'étais le maître de ce navire. J'étais infaillible. Mon plan était parfait. Une forteresse de chiffres que rien ne pouvait toucher. Et j'y ai cru, vraiment, jusqu'au jour où un homme en blouse blanche m'a annoncé le prix du silence. Pas le silence d'un matin tranquille, mais le silence étouffé et frustrant d'un corps qui commençait à lâcher. Un appareil auditif haut de gamme, a-t-il dit en souriant. Il a fait glisser une feuille de papier sur le bureau. C'était une facture imprimée sur un papier épais et brillant qui semblait cher en lui-même. J'ai regardé le chiffre et j'ai ri. Ça devait être une faute de frappe. 6 000 dollars pour quelque chose de la taille d'un grain de café. Le docteur a continué à sourire. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai regardé mon avenir. Et je n'ai pas trouvé de feuille de calcul pour ce qui s'annonçait. Cette facture de 6 000 dollars, ce n'était pas une dépense, c'était une insulte, une taxe sur la vieillesse. Je me suis dit que c'était une arnaque, un cas isolé, un coup unique. Je pouvais l'absorber. J'ai déplacé quelques chiffres sur la feuille de calcul maîtresse, volée dans la colonne Voyage, pour payer la colonne Médicale, et je me suis dit que le plan fonctionnait toujours. Il le devait. Mais le corps se moque de vos feuilles de calcul. Quelques mois plus tard, c'était mon cœur. Une palpitation. Un étourdissement dans le jardin. Mon médecin, un homme 2 fois plus jeune que moi, avec des dents d'une blancheur suspecte, n'était pas inquiet.
Il voulait juste être minutieux. C'est le mot qu'il a utilisé, minutieux. Et minutieux signifiait apparemment une pile de prescriptions, un test d'effort, un échocardiogramme, une consultation avec un homme dont je ne pouvais pas prononcer le nom. Chaque morceau de papier était une autre facture en attente de naître. Je les ai pliés et les ai mis dans la poche de mon manteau. Quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a demandé ce que le médecin avait dit. Quelques suivis, lui ai-je dit, juste la routine. Le mensonge était étonnamment facile. La honte, cependant, avait le goût d'une pierre à avaler. La forteresse était violée, non pas par un assaut frontal, mais par 1000 petites coupures. Une enveloppe qui ressemblait à une facture arrivait et je la glissais dans le tiroir de mon bureau sans l'ouvrir. Le téléphone sonnait d'un numéro inconnu et je laissais le répondeur. J'ai commencé à tout voir comme une ligne de dépenses. Une visite à l'épicerie, l'essence dans la voiture, la coupe de cheveux de ma femme. Tout sortait. Rien ne rentrait. C'était une hémorragie lente et silencieuse de la vie que nous avions construite. J'étais le général d'une armée en déroute, et je ne pouvais pas supporter de l'avouer à ma reine. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Les chiffres tourbillonnaient dans ma tête. Il était 2 heures du matin. Je me suis glissé hors du lit. Je suis allé dans mon bureau, mon ancien centre de commandement, et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas allumé l'ordinateur. Je ne pouvais pas supporter de voir les mensonges calmes et ordonnés de la feuille de calcul. À la place, j'ai sorti un bloc-notes jaune. Et avec un stylo qui semblait peser 100 kilos, j'ai commencé à écrire. L'appareil auditif, 6 000 $. Les cotes-parts du cardiologue, 850 $. Le test d'effort après assurance, 1470 $. Le nouveau genou, mon Dieu, le genou. L'opération, la kinésithérapie, les ordonnances. Le grattement de mon stylo était le seul bruit dans la maison. J'ai senti une sueur froide dans mon cou. La liste s'allongeait de plus en plus. Quand j'ai eu fini, j'ai tracé une ligne. Ma main tremblait. J'ai tout additionné. Une fois, 2 fois. Le chiffre final était de 23 417 $. Mon plan avait alloué 12 000 pour l'année. 12 000. Le chiffre sur le bloc-notes n'est pas resté inerte. Il pulsait sous la faible lampe de bureau. C'était une accusation. C'était le coût total de ma propre déchéance. Pendant 40 ans, j'avais été le pourvoyeur, le protecteur. Et maintenant, j'étais juste une dépense. La forteresse n'avait pas seulement été violée, elle s'effondrait de l'intérieur. Et j'étais le traître qui avait laissé l'ennemi entrer. Je suis resté longtemps dans ce bureau sombre, le bloc-notes jaune témoignant de mon échec. Ce chiffre, 23 417 $, ressemblait à une épitaphe pour l'homme que j'étais. Le maître du navire, maintenant juste une fuite dans la coque. Je suis retourné au lit, mais pas pour dormir. Je suis resté là, sentant le poids de mon propre corps, cette machine soudainement coûteuse dans laquelle j'étais piégé. Quelques semaines plus tard, ma femme est venue me voir, les yeux pétillants. Elle tenait une brochure de voyage, la couverture d'un bleu brillant et impossible. Le Portugal, dit-elle, sa voix pleine d'un espoir qui ressemblait à une langue étrangère. Tu imagines? Je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais imaginer, c'était le coût. Les vols, les hôtels, les repas. Je voyais les photos vibrantes de Lisbonne et mon esprit les traduisait simplement en dollars et en cents. Nous avons eu la pire dispute de notre mariage. J'ai utilisé des mots comme irresponsable et irréaliste. Je lui ai montré la feuille de calcul, les chiffres rouges dans la colonne médicale. « Tu ne vois pas ce qui se passe ?» ai-je crié. Son visage, qui avait été si plein de lumière, s'est simplement effondré. Elle a chuchoté « Je vois un homme qui est terrifié, et je vois notre vie s'envoler pendant que tu comptes les reçus. » Elle a réservé le voyage quand même. Un acte de rébellion. J'ai suivi comme un prisonnier, plein de ressentiment et silencieux pendant les 2 premiers jours. Et puis, nous étions dans un petit café, niché dans une rue pavée. Le soleil était chaud sur mon visage. Elle était en face de moi, sirotant un verre de vin, et elle avait ce regard sur son visage. Un regard de joie pure et simple que je n'avais pas vu depuis des années. À cet instant précis, une douleur sourde et familière a éclaté dans mon genou. Un rappel froid et dur de la facture qui allait arriver. Et ce fut comme un éclair. Oh! La pensée était si claire, elle était plus forte que le bruit de la rue. C'est ça le but. Ça, pas les chiffres, pas le plan, ce moment. L'argent n'était pas pour la feuille de calcul. C'était pour le regard sur son visage. C'était pour le goût de la pâtisserie sur ma langue et la chaleur du soleil.
Le plan n'était pas le but, c'était le véhicule, et ce véhicule était censé nous emmener dans des endroits exactement comme celui-ci. Mais le temps était compté, mon propre corps était l'horloge. Et pour la première fois, la peur n'était pas de manquer d'argent, la peur était de manquer de temps. Dans l'avion du retour, elle dormait sur mon épaule, sa respiration douce et régulière. Je n'ai pas dormi, je regardais simplement par le petit hublot la mer infinie de nuages, peints en rose par le soleil levant. J'avais passé toute ma vie à planifier la fin, à construire une forteresse pour un long et lent déclin. J'avais joué en défense, essayant juste de faire tourner le chrono. Mais je n'étais pas encore mort. Et la femme qui dormait sur mon épaule méritait plus qu'un gardien pour mari. La peur était toujours là, mais elle avait changé de forme. Ce n'était plus la peur de l'échec, c'était la peur de l'inaction. J'ai senti une résolution se durcir dans ma poitrine, solide et réelle. La partie n'était pas finie. Je devais repasser à l'offensive. Je devais reconstruire. Quand nous sommes rentrés du Portugal, je ne me suis pas retiré dans mon bureau. Au lieu de cela, j'ai préparé une cafetière et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La même table où les enfants faisaient leurs devoirs, où nous avions payé des factures et planifié des vacances pendant 40 ans. C'était différent. Nous ne travaillions pas sur un plan financier. Nous concevions un plan de vie. Nous avons créé un nouveau compte, un fonds pour la vie, et c'était la première chose que nous versions chaque mois, pas la dernière. C'était pour la santé, pour la joie, pour des moments comme celui de ce café de Lisbonne. Et c'était l'idée de ma femme, pas la mienne, de retarder sa sécurité sociale, un simple geste qui nous rapporterait 8% de plus par an. Sa sagesse était aussi précieuse que mes feuilles de calcul. Je n'avais juste jamais pensé à demander. Une semaine plus tard, j'ai fait quelque chose que je pensais ne plus jamais faire. J'ai pris le téléphone pour demander du travail. Mes mains étaient moites. J'ai appelé un type que j'avais l'habitude de mentorer, qui dirigeait maintenant sa propre entreprise de logistique. Je me sentais comme un mendiant. Ma voix s'est brisée quand je lui ai demandé s'il faisait parfois appel à des consultants. Il y a eu une pause au bout du fil. J'ai retenu mon souffle, puis il a ri. « John ?» a-t-il dit. « Je me demandais quand tu t'ennuierais. On aurait eu besoin de toi 3 fois le mois dernier. Quand peux-tu commencer ?» Un soulagement si complet m'a envahi que j'ai dû m'asseoir. Ma valeur n'était pas un chiffre sur un compte en banque qui ne pouvait que baisser. C'était quelque chose que j'avais encore, quelque chose que je pouvais encore offrir. J'ai commencé à travailler, mais à mes propres conditions. 15, peut-être 20 heures par semaine, depuis le même bureau où je suivais autrefois mon propre déclin. Mais maintenant, c'était un lieu de création. Je ne gérais pas une feuille de calcul, je résolvais des problèmes. Et environ 1 mois plus tard, une enveloppe est arrivée. C'était un chèque imprimé sur du papier bleu solide. C'était pour 5 000 $. Ce n'était pas un retrait, c'était un dépôt. Je l'ai tenu dans ma main, sentant le poids du papier, la texture de l'encre. Il semblait plus réel, plus substantiel que les 7 chiffres de lumière numérique sur l'écran de mon portefeuille ne l'avaient jamais été. Cet autre argent, le fonds de retraite, c'était pour mourir. Cet argent-ci, c'était pour vivre. Vous voyez, tout le monde vous dit de commencer à économiser dans la vingtaine, et vous devriez. Mais personne ne vous dit l'avantage secret de recommencer à 60 ans. L'homme que j'étais à 40 ans ne pourrait pas faire ce que je fais maintenant. Il avait l'énergie, bien sûr, mais il n'avait pas les cicatrices. Il ne comprenait pas qu'une crise n'est pas la fin de l'histoire. C'est le rebondissement qui fait le héros. La peur, la honte, la quasi-ruine, elles ont consumé tout ce qui n'était pas essentiel. Elles m'ont appris à quoi servait vraiment la richesse. Mon héritage ne sera pas un chiffre sur un relevé. Mon héritage, c'est le regard sur le visage de ma femme quand je lui dis de réserver un voyage et que je le pense. C'est la liberté de savoir que ma valeur n'est pas seulement ce que j'ai économisé, mais ce que je sais encore. Les chiffres de mes anciennes feuilles de calcul étaient un enregistrement de mon passé. Le travail que je fais maintenant, c'est la preuve qu'on peut toujours réécrire la fin.